Bonjour et bienvenue, je suis Sophia Briouel et c'est un grand plaisir que je reprends les 45 minutes chrono de l'association du paiement au format webcast en direct de Paris dans le 15e arrondissement. Le sujet que nous abordons aujourd'hui porte sur les défis auxquels doivent faire face les émetteurs dans le cadre de la migration de l'authentification forte en France, mais aussi au Royaume-Uni. Pour parler de ce sujet d'ailleurs, hautement d'actualité, j'ai le plaisir d'accueillir notre invité en chair et en os, Fabien Ignacolo, de la société OK. OK, une société qui a été créée en 2015 par 3 fondateurs, 2 Norvégiens, dont toi Fabien, français, et vous avez créé vos solutions SCA en 2018. Alors, en deuxième partie, on aura l'occasion de parler avec Mike Doyle, qui est un de vos partenaires. Mike Doyle est un managing director de la société Reconex Limited. Il est expert de la fraude et puis également expert de l'open banking. Tout à fait. Donc, Mike, on aura l'occasion de parler avec toi en deuxième partie et merci encore d'être là avec nous en direct du Royaume-Uni. Alors, quelques précisions pour nos participants. Je vous précise que, avant de démarrer, vos micros et vidéos sont coupés. Sentez-vous libre de poser toutes vos questions à nos invités. Il se fera un plaisir d'y répondre. Et surtout, n'hésitez pas à nous partager vos remarques via le chat qui est en bas de votre écran. Je jetterai un coup d'œil dans mon écran de temps en temps pour les partager à l'ensemble des participants et à nos invités. Bonjour Sophia, merci pour l'invitation. C'est un plaisir d'être en présentiel, enfin, après de longs mois de distanciel. Alors, nous avons 1 mètre de distance. On ne s'est pas dit bonjour de loin et nous sommes arrivés masqués. Voilà. Bon, c'est un plaisir aussi de te recevoir, Fabien, pour cette première édition en webcast, en direct. Alors, je vais poser un certain nombre de questions, mais la première, c'est déjà comment vas-tu ? Ça va très bien. Mieux depuis qu'on est en présentiel et qu'on peut sortir un peu. Enfin, j'espère que ça va pouvoir durer. Voilà, et puis l'organisation, enfin nous, OK, on va très bien, d'un point de vue organisationnel. Oui, alors comment se passe l'organisation justement? Parce que vous avez une partie en France, une partie en Norvège et puis l'autre partie au Royaume-Uni. Oui, on est un peu répartis en Europe, sur une petite structure, donc on a, en fait, d'un point de vue organisationnel, on a été très peu impacté par le Covid, parce qu'on travaille déjà beaucoup en distanciel, on a Zoom depuis 2018. Donc voilà, on n'a plus de déplacement physique, mais on n'a pas été impacté dans notre organisation, contrairement à d'autres grandes sociétés qui ont dû trouver des solutions. La période est difficile. Alors justement, comme tu as des équipes en Norvège, la Norvège est reconfinée de nouveau? Oui, avec 10 jours de... Je ne sais plus comment on dit, maintenant 10 jours de quarantaine. Donc, à nouveau, oui, tout à fait. Donc, la frontière s'est refermée. Pas de déplacement donc pour toi? Non, pas de déplacement pour l'instant prévu, aucun. Très bien. Alors, on va un peu rentrer dans le vif du sujet. Avant de parler donc de l'authentification forte, moi je suis très très curieuse, comme tu le sais Fabien, et j'ai une question. Quelle est l'histoire de OK? Parce que donc tu es CEO en France, la société est en Norvège. Oui, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? C'est une forme moderne de société, je pense. En fait, tout bonnement, effectivement, c'est pas commun d'avoir un Français comme CEO d'une boîte norvégienne basée à Oslo. En fait, ce qui s'est passé, c'est que un des investisseurs et moi avons restructuré avec succès une société norvégienne, justement, il y a quelques années de cela. Et quand il a investi dans le projet, parce que c'est vraiment un projet R&D, OK, il est venu me chercher pour que je prenne les rênes et que je convertisse un pur projet de R&D en, on espère, une entreprise de cybersécurité de premier plan en Europe. Donc, il m'a confié les rênes, enfin, ils m'ont confié les rênes du projet, et donc on a mis en place la stratégie et je l'exécute, donc complètement partie prenante du projet OK, enfin de la société OK maintenant.
Voilà un peu. Je comprends mieux. Le mystère est levé. Alors, rentrons un peu dans le vif du sujet, puisque nos participants sont aussi là pour parler de l'authentification forte à double facteur. Donc, bon, les banques vont donc devoir progressivement proposer à leurs clients des solutions sécurisées, SCA, Strong Authentication. Strong Customer Authentication. Customer Authentication, exactement. Donc, la question, c'est, au niveau du mobile, peux-tu nous dire concrètement où se situe la sécurité? Alors, c'est un vrai sujet, puisque j'ai lu hier qu'il y a eu deux hackers iraniens qui ont réussi à hacker donc la double authentification sur un système. Alors, oui, tout à fait. Alors, comment intervient la sécurité? La sécurité intervient justement pour protéger ces deux facteurs, parce que les deux facteurs ne sont pas utiles. Et où est-ce qu'elle intervient? Elle intervient exactement au moment où l'utilisateur reçoit une notification d'authentification dans le cadre d'une transaction que l'utilisateur va faire soit dans son application bancaire ou dans son application, enfin dans son portail bancaire, soit lors d'un paiement. D'accord? Donc, on va le challenger avec une interface, et la sécurité est là justement pour protéger cette interface, ce qu'on appelle le dynamic linking. On reviendra certainement sur ces concepts. Protéger cette interface et protéger l'ensemble du processus d'authentification en la capsulant dans un tunnel d'authentification. Donc, on parle vraiment de sécurité de la transaction et de l'authentification, et on ne parle pas de sécurité de l'application ou de sécurité du mobile. Donc, on est vraiment centré sur cette sécurité de la transaction au sein de l'application bancaire. D'accord. Alors, on rentrera un peu plus dans les aspects mobiles, en tout cas pour cette première solution de SCA. Mais comment améliorer et simplifier justement le parcours utilisateur avec le SCA? Alors, merci de remettre l'église au milieu du village. Pour nous, l'église, c'est l'utilisateur. Il faut vraiment, d'abord, avant de parler d'amélioration du parcours utilisateur, il faut l'éduquer. Ça, c'est extrêmement important. Il faut communiquer, il faut les informer, il faut informer l'utilisateur des nouveaux parcours qui vont être mis en place. Et ça, c'est extrêmement important. Après, effectivement, il va falloir les améliorer. Et ça, je pense que c'est vraiment un gros challenge pour notre industrie, et c'est une grosse responsabilité pour tous les acteurs, mais pas que les banques. Je pense aux marchands quand je dis ça, et je pense que c'est important, effectivement, qu'on ait bien ça en tête. Une fois qu'on a ça, il y a deux types d'authentification majeures. Il y a le SCA qui intervient au sein de l'application bancaire, je le disais juste avant. Donc, on va faire des opérations dans notre appli ou sur le web, virement, création d'un bénéficiaire, changement d'information vitale, etc., accès à l'historique. Donc là, on va être challengé dans le cadre de l'application. Mais on a aussi les paiements, et avec le fameux 3DS qui va pouvoir multiplier les parcours, et notamment avec l'OTP, le fameux One-Time Password par SMS. Et donc, on va se retrouver avec plusieurs parcours possibles. Ça, c'est assez complexe d'un point de vue utilisateur. Et donc, notre préconisation pour vraiment améliorer et simplifier le parcours utilisateur, c'est que tous les challenges SCA finissent dans l'application bancaire. Donc, c'est un des challenges. Oui, tout à fait. C'est un des challenges importants, et je crois que les banques, en tout cas en France, ont bien compris que l'importance de l'application bancaire dans le parcours utilisateur. Mais il y a 3DS et le fameux OTP par SMS, donc ça c'est effectivement quelque chose qu'il va falloir prendre en compte pour le parcours utilisateur. Merci Fabien. Alors, quelles sont les contraintes pour une mise à jour complète du mécanisme de l'authentification forte que vous constatez à date? Alors, en première contrainte, je crois que, moi je vais le citer, le fameux OTP, One Time Password par SMS qui était hérité de 3DS1. Donc, il est très, très prégnant dans les processus, très imbriqué dans les processus bancaires, mais tous les acteurs de la sécurité, les experts de la sécurité s'accordent pour dire quand même que c'est pas secure, c'est pas safe. La preuve, je crois que les deux hackers iraniens, l'actualité nous donne à nouveau raison. Et donc, effectivement, c'est passer outre ce point-là. Ensuite, c'est de bien choisir son couple de facteurs d'authentification et ses fallbacks. Donc, authentification, possession, inhérence, on en reparlera peut-être, mais donc c'est bien choisir ces facteurs d'authentification pour un parcours simplifié autant que possible. Mais il faut absolument que ces facteurs d'authentification soient accompagnés d'une sécurité. Et donc, ne surtout pas éluder ce point-là. Et donc, le PSD2, enfin DSP2 en français, pardon, demande à ce qu'on mette en place un environnement d'exécution séparé et protégé.
ce que l'on fait, de mettre en place le fameux lien dynamique, le dynamic linking, et de le protéger, etc. etc. Donc c'est important effectivement que cette sécurité puisse protéger les facteurs d'authentification pour pas qu'ils soient cassés, et que le hacker ait accès à l'information déjà, et puis ensuite puisse la modifier. Donc, juste si on rappelle ce que tu nous dis depuis tout à l'heure, donc cette sécurité dont on parle, elle est plutôt au moment de la transaction, dans l'application bancaire, et le SMS OTP qui va être encore utilisé n'est pas forcément sécure. On vient de le voir avec cette actualité dont j'invite les gens à aller se renseigner parce qu'ils sont passés par le SMS, ces deux hackers. Et on verra après donc les alternatives qu'il peut y avoir pour ces émetteurs à mettre en place, donc d'autres systèmes dont on parlera tout à l'heure. Alors, j'ai quand même une question au niveau du risque. Quel est le risque d'un point de vue sécurité de la non mise à jour des OS des smartphones? Parce qu'on parle de mobile, il y a une mise à jour qui doit être faite à la fois par le fabricant, mais surtout par l'utilisateur qui doit mettre à jour son OS. Vous voyez, moi, le mien, je ne le mets pas à jour systématiquement. Donc, quel est le risque encouru, justement, en termes de sécurité? Alors, c'est un sujet, c'est un véritable sujet pour les banques. Alors, déjà, il faut savoir qu'il y a une différence entre les sécurités de iOS et Android qui est un peu plus ouvert. Et iOS a un support plus important qu'Android. Bon, déjà, ça, c'est la base. Et on s'est rendu compte, effectivement, enfin, on constate, les informations sont disponibles, qu'à peu près 2/3 des téléphones Android ne sont plus maintenus par les fabricants. Donc, c'est juste énorme. Et à cela s'ajoute effectivement le fait que les utilisateurs ne mettent pas forcément tout le temps leur OS. Donc, ça crée des failles naturelles dans la sécurité et des failles qui peuvent être exploitées par les hackers. Donc, ça, c'est un point important. Donc, ces deux éléments combinés sont, je pense, un vrai casse-tête pour les banques parce que ça a des implications très importantes. Qu'est-ce qu'on fait avec cette frange d'utilisateurs qui n'est pas à jour et sur lesquels on n'a pas le contrôle? Est-ce qu'on les force à se mettre à jour, mais ils n'ont pas des portables qui permettent de le faire, ou ça va dégrader la performance? Est-ce qu'on les retire du service? Est-ce qu'on propose quelque chose d'autre, une alternative? Mais on est déjà dans les alternatives et les fameux fallbacks et les parcours utilisateurs B. C'est compliqué et forcément ça coûte de l'argent. Alors la bonne nouvelle là-dedans, c'est que DSP2 a apporté sa propre réponse à cette problématique, c'est que effectivement ça passe par l'environnement d'exécution séparé qui en fait s'affranchit de l'OS. Donc l'environnement d'exécution séparé et sécurisé, c'est ni plus ni moins qu'un espace où on va exécuter du code, le code qui va permettre l'authentification et la protection de l'authentification. Donc en fait PSD2 apporte la question, la problématique et la réponse. Et la réponse. Voilà. Très bien, merci. Alors, je précise juste à nos participants que vous pouvez poser vos questions maintenant. On y consacrera le temps qu'il faudra pour y répondre, en fin de chronique, bien entendu. Donc, n'hésitez pas à commencer à les poser. J'aurai plaisir ensuite à les proposer à notre invité. Alors, justement, on parle de smartphone. Donc, il y a, d'après l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement, 70% des consommateurs sont équipés de smartphones. Les 30% qui restent, ce sont probablement ceux qui sont restés sur les téléphones 3210. Alors, je sais, ça ne nous rajeunit pas. Le fameux Nokia. Voilà. Alors, quel retour vous avez de la part des émetteurs dans votre expérience quant à la gestion des utilisateurs qui ont des dispositifs, des équipements obsolètes ou alors qui sont très sédentaires? Alors, je pense que c'est une des grandes problématiques de la population des utilisateurs, enfin le type de population des utilisateurs, et ça concerne surtout les banques de premier plan, les grandes banques, qui ont une base d'utilisateurs très diverse par rapport aux fameuses challenger banks, qui elles sont plus sur des niches qui disposent de smartphones. Encore que on a quelques challenger banks en France qui s'adressent à des populations de TPE, PME, et qui tomberaient dans cette catégorie également, mais pas dans les mêmes proportions que les grandes banques. Et effectivement, on a pu donner des chiffres, on est entre 20 et 30% de la population qui ne dispose pas de smartphone, sur lequel repose quand même toute la sécurité et toute la stratégie de DSP2. Donc c'est effectivement un point important et pas anodin pour les banques. Donc on va, oui, en termes de solutions, il y a plusieurs solutions, mais c'est vraiment, on ne va pas mettre en place un fallback, c'est vraiment un plan B pour le SCA pour pouvoir faire de l'authentification forte sur cette population qui ne répond pas aux critères. Aux critères, oui. Alors, quel canal d'authentification peut-on justement, ou les émetteurs peuvent-ils proposer à ces utilisateurs donc, qui représentent entre 20 et 30%?
Alors, il y a plusieurs canaux, il y a plusieurs solutions qui ne sont pas forcément conformes à DSP2, hein, le fameux SMS, qui est ou alors des boîtiers d'authentification, des fameux tokens, mais qui ne respectent pas la réglementation. Alors, je vais juste parler de la solution que nous, on peut éventuellement proposer. On met en place un appel automatique, donc un appel vocal, qui va remplacer l'ensemble de l'authentification qu'on a sur une application bancaire sur le smartphone. Et donc, en fait, cet appel va contenir la nature de la transaction, et si c'est un paiement, le nom du marchand, le montant, donc on va respecter le lien dynamique, et on va appeler soit le mobile, qui n'est pas un smartphone, et soit la ligne fixe, qui est plus sécurisée. Voilà. Donc, on respecte peu ou prou DSP2 sur ce plan B. En revanche, c'est pas frictionless, c'est pas très fluide. Mais dès lors qu'on n'a pas de smartphone, il n'y a pas de parcours très fluide. Oui, alors je sais que l'autorité prudentielle est très vigilante quant à ces plans B. Il y a pas mal de solutions qui émergent. Il y a effectivement le boîtier, le QR code et bien d'autres. Donc, bon, je crois qu'on apprend en marchant. Donc, il va falloir aussi un peu d'expérience. Et que DSP2 se déploie enfin. Et que DSP2 se déploie enfin. Très bien. Alors, on a parlé donc des smartphones, donc des cas d'utilisation avec le smartphone. Cas d'utilisation avec un téléphone qui n'est pas un smartphone, et donc des alternatives possibles, en tout cas, pour justement avoir une authentification forte. Alors, quid des exemptions, notamment du type d'utilisateur corporate qui utilise le PC? Alors, tu fais bien de le préciser, l'utilisation par les corporates ou les personnes morales. Les personnes morales, voilà, comme c'est appelé dans les banques, c'est une exemption de PSD2 RTS, mais c'est néanmoins un sujet de priorité. Selon le ministère de l'Intérieur, entre 2010 et 2019, la fraude au président, qui est un des cas de virement frauduleux, ça représente quand même aux alentours de 720 millions d'euros, donc c'est pas une paille. Et on pense que c'est très conservateur. Les discussions qu'on a avec certaines banques nous disent que c'est peut-être beaucoup plus élevé, donc on n'a pas peut-être capturé tous les chiffres, mais en tout cas, c'est très important et donc ça reste une priorité. Et c'est un challenge qui remonte. À chaque fois qu'on parle de SCA, c'est un challenge qui remonte parce qu'il faut s'occuper de ces utilisateurs qui n'ont pas de smartphone, ces utilisateurs qui sont plutôt orientés PC, comme le sont les trésoriers dans les entreprises. Donc, nous, on ne sait pas répondre à ce type de problématique, et donc mais il nous faut quand même apporter une réponse. Donc, on s'est associé avec un partenaire, United Biometrics, qui est capable d'apporter une authentification double biométrique sur le PC, également sur le portable. Donc là, on travaille ensemble s'il y a des validations nécessaires du DAF ou du secrétaire général. Donc là, on s'occupe de la partie malware sur le téléphone pour vraiment sécuriser les devices, mais il propose cette double authentification forte qui est en plus conforme au RGPD, ce qui est important. Voilà. Sur le PC. Donc, on est capable effectivement ensuite d'approcher l'ensemble des problématiques et des challenges auxquels font face les clients des grandes banques françaises. Merci de partager cela. Alors justement, en parlant de malware, comment protéger les solutions SCA des attaques de logiciels malveillants et donc des futures attaques qu'on pourrait qualifier d'innovantes? Oui, alors c'est aussi un point de DSP2 qui est très discret sur le sujet, mais qui dit quand même que c'est bien de se protéger maintenant, mais qu'il faut se protéger des futures attaques innovantes. Donc, je vais peut-être un peu plus technique, mais au sein de l'application bancaire, nous prenons la main dès lors qu'il y a une authentification, et donc on exécute un code spécifique dans le cadre de notre environnement séparé, sécurisé. Dans ce package, dans ce code que l'on génère sur le téléphone, qu'on transfère sur le téléphone, juste à temps, il y a un certain nombre de mécanismes qu'on intègre. Je ne vais pas tous les détailler. Par contre, il y en a un qui est intéressant, qui est l'utilisation de honeypots, des pots à miel, qui sont en fait des leurres. Ce qui se passe, c'est que si le hacker arrive à franchir nos mécanismes de sécurité, il va s'attaquer au code. Et donc, le leurre va normalement attirer l'attaque. Et donc, dès lors qu'on fait un contrôle d'intégration sur les codes, on sait qu'il y a une tentative de modification ou qu'il y a eu une modification. Donc, quelle que soit l'attaque, quel que soit le vecteur de l'attaque, et donc possiblement un malware qui serait même sur le route du téléphone, on est capable de détecter et d'envoyer l'information à la banque. Et donc, la banque va arrêter la transaction, on va stopper la transaction. Et donc, c'est important, on ne va pas détecter le malware, on va se protéger contre le malware. Donc après, il y a un peu de travail supplémentaire à faire
pour savoir quel type d'attaque, quel type de malware a sévi. Ce qui est sûr, c'est que nous, dans le dispositif, on a obligation par DSP2 de prendre un log de tout ce qui se passe, de toutes les étapes. Et donc, on va pouvoir ensuite nourrir un système d'information bancaire anti-fraude qui serait basé sur l'intelligence artificielle. On va le nourrir de cet incident. Et donc, ensuite, à la banque de travailler sur, évidemment, son cœur métier contre la fraude. Très intéressant. Merci Fabien de tout ce partage. Alors, on a parlé des SMS, on a parlé des mobiles. Comment gère-t-on l'enrôlement sur le service SCA, l'enregistrement du smartphone, et le réenrôlement s'il y a perte ou vol de téléphone? On connaît le phénomène. Ou réinitialisation par l'utilisateur. Ou réinitialisation, on connaît le phénomène du SIM swap. Oui. Du SIM swap. Alors, comment on gère ça? Comment on gère toute cette partie enrôlement et réenrôlement? Alors, on parle bien effectivement de l'enrôlement du smartphone sur le service SCA et le service bancaire, donc de faire ce lien. Et donc, on le fait, donc cet enrôlement et ce réenrôlement, pour nous, on préconise de les faire au moment du KYC, pour les nouveaux utilisateurs et ceux qui doivent se réenrôler. En fait, pourquoi? Parce que c'est le moment le plus propice pour pouvoir lier le smartphone à ce moment-là avec le service. Donc ça, c'est très important. Alors, il y a un point qui est crucial, c'est que au moment de s'enrôler, il faut s'assurer que le portable soit le même, le device, l'appareil soit le même au début de l'enrôlement ou du réenrôlement qu'à la fin du processus. Donc ça, c'est important pour pas qu'il y ait de fraude entre-temps, d'échange de device. Et donc, on propose des mécanismes sur ce sujet pour évidemment s'assurer que c'est bien le même téléphone qui est à la fin du processus. Donc voilà ce qu'on propose. Alors c'est quand même un processus qui est propre à la banque, donc nous on aide un petit peu pour effectivement s'assurer de ce point-là. Après, il y a le phénomène. Au niveau du réenrôlement, il y a énormément de nouvelles attaques de social engineering, dont le SIM swap. Et effectivement, là, nous on ne sait pas faire encore une fois. Et je crois que c'est difficile d'avoir une solution qui fait tout, et on est en partenariat avec Boku, qui est un acteur actuellement basé en Angleterre, mais qui va revenir en France en octobre-novembre et qui travaille avec les opérateurs télécoms et est capable de détecter qu'il y a eu une opération de SIM swap, et donc il va prévenir ce type d'attaque. Merci de nous avoir partagé dans cette première partie et de nous avoir parlé des différents challenges auxquels doivent faire face les émetteurs français. Donc finalement, avec tout ce que l'on vient de voir, quelle solution d'authentification forte choisir pour ne pas compromettre ni l'expérience client, ni la facilité d'intégration, et maîtriser les coûts accessoirement? Oui. Alors, oui, pour la première partie de la question, pour le meilleur parcours client possible, je pense qu'on est d'accord pour dire que d'associer le facteur possession et la biométrie est une bonne solution parce que c'est plus fluide, il n'y a vraiment pas de manipulation de données ou de recopie de données. Et ensuite, de pouvoir avoir comme fallback le facteur possession et le facteur connaissance, donc avec un code secret, voire un OTP, mais pas par SMS, par SDK. Donc, on s'intègre à l'application bancaire par un SDK. Et donc, de proposer plutôt cet OTP par le SDK parce que c'est entièrement sécurisé et inviolable. Donc ça, c'est vraiment le point fort. Et donc, on parlait de biométrie. Donc, pour les particuliers, par opposition aux corporates, c'est vraiment d'utiliser, je dirais, les capacités biométriques d'un smartphone, tant qu'effectivement, il y a une sécurité forte derrière qui va pouvoir protéger les deux facteurs d'authentification. Voilà. Donc, ça, c'est le point... c'est le parcours fluide avec effectivement l'application bancaire qui est front-end pour l'utilisateur. Alors, le fait de passer par un SDK, ça a effectivement des impacts en termes d'intégration et notamment de coûts. Donc, la première intégration, ça va être de s'intégrer effectivement à l'application bancaire. Donc, nous, on fait à partir d'un SDK. SDK assez light puisqu'on ne se focus que sur la transaction. Donc, ce n'est pas la sécurité de toute l'application, c'est vraiment cette transaction, donc à la fois la sécurité et les deux facteurs d'authentification. Donc, on propose au niveau de SDK. Et puis, un point important, c'est que les banques, et notamment les challenger banks, pour le coup, dépensent énormément d'argent pour le UI et le UX, donc l'expérience utilisateur. Et donc, il faut que notre SDK, quand il est appelé,
l'interface soit vraiment qu'elle matche celle de la banque. Et donc pour ça, on est en train de sortir une fonctionnalité qui va permettre d'intégrer les interfaces d'Adobe XD directement dans notre SDK. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ça va permettre de réduire des temps d'intégration qui pourraient être de 2 mois à quelques semaines. Donc ça, c'est assez intéressant. Le deuxième volet d'intégration, c'est dès lors que vous êtes dans un paiement, dans un scénario de paiement, c'est quand même le serveur d'access control, c'est l'access control serveur qui va décider du challenge ou pas en fonction des règles. Et donc, il faut pouvoir s'intégrer aussi à ce fameux access control serveur, donc ce qui veut dire des coûts d'intégration supplémentaires. C'est pour ça que là, nous, avec OK, on s'est rapproché d'un certain nombre d'acteurs, de la CS, comme on dit, notamment Netcetera, qui fait partie de l'association du paiement, ou FSCS Technologies, parce que on souhaite vraiment arriver, et sur toutes les problématiques, pas que sur l'intégration à la CS, mais vraiment sur tous ces challenges, et on l'a vu avec nos nombreux partenaires, d'arriver sur une problématique avec un écosystème qui soit préintégré. C'est-à-dire que je pense que c'est la clé pour pas que les coûts soient répercutés aux émetteurs et qu'on puisse effectivement industrialiser l'intégration nous-mêmes, si ça fait du sens. Merci Fabien. Alors justement, comment la société OK peut-elle accompagner les émetteurs à relever tous ces challenges que l'on vient d'aborder ensemble? Alors, on a vu qu'on avait des réponses pour tous les cas particuliers. Il y en a d'autres, hein, je pense. On ne sera pas exhaustif ici, mais en tout cas, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé des SP2 et RTS, en tout cas sur la partie SCA, pour convertir tout ça en mécanisme de sécurité et en fonctionnalités qui soient consommables facilement par les banques. Mais on ne s'est pas arrêté aux fonctionnalités, auxquelles on reviendra peut-être, mais on a aussi une partie audit qui est très importante. Donc, on a été audité par SRC en Allemagne, Security Research Consulting, qui est une émanation des banques allemandes. Donc, il y a un lien très fort entre la Norvège et l'Allemagne parce que c'est l'Open Banking, enfin, c'est le Berlin Group. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi cette société-là. Et on mène aussi des campagnes de tests de pénétration avec le français Yes We Hack, pour le nommer, parce qu'on est très content. Donc, c'est du white hacking et du debugging. Enfin, bref. Tu peux nous donner la définition de ces termes. C'est du bug bounty. Donc, on paye des white hackers dès lors qu'ils trouvent un bug. Donc, pour l'instant, ils ont un peu de mal à trouver. Donc, on est très content. Donc, ça, c'est important, cette partie aussi d'audit, puisque, effectivement, il faut être audité par des tiers. Et ensuite, effectivement, on revient à la technologie. Donc, c'est ce qu'on a cité tout à l'heure. On a mis en place, d'un point de vue software, l'environnement d'exécution séparé et sécurisé. On a mis en place le dynamic linking, donc avec des mécanismes qui permettent de prévenir des attaques de type overlay. Beaucoup d'anglicisme, c'est malheureusement un de nos termes dans cette industrie. Donc, vous avez des attaques overlay qui viennent, des écrans qui viennent se modifier sur l'écran de l'utilisateur lorsqu'il valide. Évidemment, on propose des différentes méthodes d'authentification, qu'elles soient biométriques ou par OTP ou bien code secret. OTP avec le SDK. Voilà, OTP avec le SDK. Une communication sécurisée, une vérification du facteur possession, qui était très important. Donc, on a récapitulé tout ça dans ce qu'on appelle une cheat sheet. C'est une petite feuille de récap à destination des émetteurs qu'on a posté sur notre site web, qui est téléchargeable et qui résume les points forts de PSD2 qui sont demandés effectivement en termes de sécurité. Et puis en fait, on va un peu plus loin que ça. On parlait déjà du côté innovation qui était important, enfin de pouvoir contrer des attaques innovantes. Et on va plus loin parce que en fait, dès lors qu'on met un espace sécurisé en place, l'espace est unique parce qu'on a une encryption qui est rotative, enfin qui change en permanence. Et donc chaque environnement, dans le cadre d'une transaction, est unique. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de sécurité? Ça veut dire que si un hacker a réussi à franchir les défenses et à faire sa fraude, il ne va pas pouvoir répliquer ça à toute la flotte des mobiles de la banque. Donc, il ne va pas pouvoir lancer d'attaques massives, de mass attack, enfin d'attaques de masse sur l'ensemble des appareils de la flotte d'une banque. Donc ça, c'est quand même assez important et rassurant pour les émetteurs. Merci Fabien. Alors pour le livre blanc, peut-être que l'on pourra le transmettre à l'ensemble de nos participants qui reprend l'ensemble de ces challenges, si tu es d'accord, puisqu'on renverra à nos participants, à ceux qui n'ont pas pu être présents, le replay. Donc on pourra peut-être y ajouter ce livre blanc. Alors pour terminer avec cette partie-là et donner la main à Mike, dernière question. Finalement, on associe le SCA à un challenge, mais ne devrait-on pas plutôt le voir comme une opportunité? Alors oui, c'est vrai que le SCA a une mauvaise presse, et je pense que c'est pas terminé, mais j'ai bon espoir que ça change, un peu comme l'open banking qui
quand même été vu d'un mauvais œil par les banques en France. Et maintenant, la grande majorité se rend compte que c'est un vecteur d'innovation important et qu'elles peuvent aussi se transformer et aller gagner d'autres clients au travers de l'open banking. Donc, je pense vraiment que le SCA a un bel avenir et surtout l'association de l'identité digitale et du SCA. Pour moi, c'est la pierre angulaire d'une économie digitale innovante et je pense que l'association a un bel avenir. Se tourner vers les banques scandinaves, puisqu'elles ont lancé ce qu'on appelle le Bank ID, donc une entité digitale qui est gérée par les banques, mais il y a eu le soutien des gouvernements derrière qui ont vu cette opportunité de moderniser très fortement leur économie. Donc, en fait, ce qu'on dit là, c'est qu'on fait confiance aux banques pour notre argent depuis des siècles. Est-ce qu'on peut leur faire confiance pour l'identité digitale? On le pense, en tout cas sincèrement, et en tout cas, il y a un exemple réel dans les pays scandinaves qui est intéressant, et ils ont lancé d'autres de nouveaux services, comme par exemple une application de mise en vente d'un véhicule d'occasion avec prise en charge automatique, enfin, mise en contact de l'acheteur et du vendeur qui se font confiance au travers de l'identité digitale, mais mise en place du contrat, signature du contrat, demande d'assurance directement qui sont offertes par la banque, évidemment. Et ça va jusqu'à mettre à jour le petit boîtier qui est dans le véhicule au nom de l'acheteur pour pouvoir payer l'autoroute, voilà, donc le péage autoroutier. Donc là, on va même jusque dans l'IoT. Donc, une formidable opportunité, je pense. Et là, on sent qu'il y a des prémices de prise de conscience des émetteurs de la formidable opportunité que c'est pour les banques de se transformer, de transformer leur business model, d'augmenter leur PNB. Voilà. Donc, c'est, je pense, un véritable axe de travail. Et pour moi, dès lors que l'on va déployer un peu de business model, on aura des premiers retours, je pense que ce sera vraiment un axe de travail fort. Merci d'avoir partagé avec nous ces réflexions. Donc, on va passer la main à Mike Doyle. Mike, rebonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Bon après-midi à tous et merci à Sophie et Fabien de m'avoir invité à prendre la parole. Merci Mike pour votre présence et surtout pour l'effort que vous faites à nous parler en français, puisque on aurait très bien pu faire cette interview en anglais, mais vous avez proposé de vous challenger puisque la langue française est une langue de cœur de ce que j'ai compris. Alors merci encore de faire l'effort. Je vais vous poser quelques questions Mike si vous êtes d'accord. Et d'ailleurs la première question avant de parler de challenge, quelle est la date butoir pour l'implémentation de PSD2 SCA au Royaume-Uni? La date butoir pour l'implémentation de PSD2 SCA est le 21 septembre 2021 pour le SCA concernant le e-commerce et il y a un challenge spécifique lié à la gestion du SCA. Vous savez probablement déjà que le FCA est l'autorité nationale compétente du Royaume-Uni. C'est l'équivalent de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution en France. La FCA a délégué la responsabilité de la livraison de SCA à une organisation du secteur bancaire qui s'appelle UK Finance. Le UK Finance s'est concentré sur le défi le plus immédiat de maintenir le e-commerce en état de marche. En raison de l'accent mis sur le e-commerce, les acteurs existants ont choisi de minimiser le risque de changement en promouvant 3DS 2.2 comme la panacée pour tous les défis de SCA. Merci beaucoup Mike de nous avoir dressé un peu cet état des lieux, ce tableau au Royaume-Uni. Alors, la question qu'on se pose aujourd'hui, et c'est celle auquel a répondu Fabien, c'est quels sont les challenges que doivent relever les émetteurs au Royaume-Uni? Oui. Le principal challenge vient de la disparité possible des parcours utilisateurs, sachant qu'au Royaume-Uni, il est courant d'avoir 3 à 4 cartes de débit par personne, donc 3 à 4 banques différentes.
Le problème est qu'il y aura de nombreux nouveaux parcours de paiement qui ne pourront pas utiliser 3DS 2.2 et cela sera déroutant pour les clients et une bonne opportunité pour les fraudeurs. À mesure que le nombre de cas d'utilisation d'Open Banking augmente, les consommateurs pourraient être confrontés à un choix de plus en plus confus entre l'authentification SMS OTP et l'authentification basée sur les applications bancaires. En particulier, lorsque chaque banque a potentiellement une stratégie d'authentification différente. En permettant aux SMS de continuer comme méthode d'authentification, couvrant à la fois les services bancaires sur l'Internet et le e-commerce, les fraudeurs créeront des parcours de fraude très complexes qui seront difficiles à identifier en raison du niveau accru d'accès aux comptes bancaires causé par PSD2. Il y aura une vraie confusion au sein des centres d'opération de fraude des banques lorsqu'ils tentent d'aider les clients concernés. Identifier les différences entre les transactions frauduleuses et authentiques sera presque impossible pour les analystes humains et nécessitera l'utilisation de l'apprentissage automatique. Merci Mike, enfin, ça, pour nous c'était très clair. Alors on a parlé des challenges, j'ai quand même une question parce que c'est intéressant d'avoir votre feedback, votre retour. Comment les émetteurs ont saisi l'opportunité de revoir leur business model et avec quel service au Royaume-Uni? Ouais. L'un des meilleurs cas d'utilisation émergent de l'open banking est la possibilité de combiner les références nécessaires au paiement avec une demande de paiement. De nombreuses entreprises, comme les fournisseurs de gaz ou d'eau, ont des coûts élevés pour réconcilier les paiements entrant avec les références manquantes ou erronées liées au paiement de leurs utilisateurs. Ces utilities deviennent des PISP et peuvent maintenant initier une demande de paiement au travers d'un lien qui contient la référence exacte. Le paiement est réalisé par l'utilisateur directement depuis son compte bancaire avec les références de paiement pré-remplies. Ce mode de paiement est une source d'économie importante pour ces entreprises. Suppression des coûts de retraitement, suppression des frais de carte, gain de temps dans les centres d'appel et réduction des fraudes. Merci beaucoup Mike. Alors bon, c'est vrai que le modèle au Royaume-Uni a des cas d'utilisation assez différents de ce que l'on vient d'entendre et de ce que vient de partager Mike Doyle à ce sujet. Mais d'un point de vue opportunité, j'ai le sentiment qu'il y a une avance, ils sont très en avance sur les perspectives que peuvent offrir l'open banking. Oui, tout à fait. Ce qui est intéressant avec Mike et Recognize, c'est qu'il a croisé des chemins et qu'il rencontre énormément de sociétés et d'acteurs qui, combinés, créent l'innovation. Donc ce type d'innovation pour les utilities, qui est vraiment très intéressant, dès lors qu'il n'y a pas de prélèvement automatique, comme c'est a priori pas le cas au UK, et donc avec des cas d'initiation de paiement qui sont vraiment très intéressants. Merci beaucoup Mike. Alors on va regarder s'il y a des questions. Mike a répondu, mais ça mérite quand même peut-être d'en parler. Donc quelqu'un qui nous dit bonjour, la solution Moto, mail order, telephone order, est-elle une solution de contournement convenable de DSP2? Alors Mike nous répond, Moto égale out of scope. Donc out of scope. C'est une exemption le Moto est une exemption, une des exemptions de PSD2. Il y en a d'autres, par exemple, on parlait des péages, justement, de parking. Donc, il y a un certain nombre d'exemptions. Alors, ce n'est pas vraiment un contournement, c'est une exemption, comme le paiement des personnes morales. Très bien. Alors, nous avons une question.
Une question de Nadia Domecq. Comment voyez-vous dans le parcours de l'acheteur le taux de transformation dès la DSP2? Alors, oui, tout le monde s'accorde à dire qu'il y aura une chute. En tout cas, les marchands s'accordent à dire qu'il y a une chute de conversion dans les paniers. Je pense que l'intérêt pour les marchands, c'est de pouvoir débrayer le 3DS 1. Et donc là, effectivement, il n'y a pas de chute. Donc, dans des moments forts où ils doivent prendre des commandes. Mais dès lors que vous mettez 3DS 1 en place, il y a un challenge avec un SMS par OTP. Et je pense que le parcours, en termes de parcours, si on fluidifie le parcours et qu'on compare les deux parcours, c'est quand même plus simple d'être authentifié par biométrie par son application bancaire que de manipuler des codes qu'on reçoit par texte, qu'on rentre dans le site web, etc. Donc je pense qu'en termes de parcours, c'est plus simple. Mais effectivement, la responsabilité maintenant dans DSP2, elle est pour l'émetteur, pas pour le marchand. Et donc la marchand n'a plus la main pour débrayer. En revanche, le marchand a la main sur 3DS 2.2 dès lors que ça sera disponible pour effectivement échanger un maximum d'informations avec l'émetteur pour que l'information autour de la transaction soit le plus complète possible et donc soit jugée comme un risque très peu élevé. Donc ça, c'était donc là, je peux pas répondre. Il y a des chiffres qui circulent, mais je pense qu'il va falloir qu'on lance le DSP2 pour vraiment avoir un retour et puis pouvoir s'ajuster. Et alors justement, j'en profite, Fabien, est-ce que tu penses qu'on va pouvoir tenir le cap, donc mars 2021? Alors, je pense que les acteurs y travaillent depuis un certain temps maintenant, Covid ou pas Covid. En tout cas, la Banque de France a déjà donné une extension à fin mars 2021. Il faut voir au UK que c'était 2021, septembre 2021, et je pense que c'est possible que ça soit encore décalé. J'espère en tout cas. En tout cas, les banques émettrices, pour la plupart, et on le voit dans nous en tant qu'utilisateurs déjà, introduisent des changements au sein de leurs applications bancaires. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Tout à fait. Le changement, c'est surtout côté marchand maintenant. Et sachant que 3DS 2.2 n'est toujours pas là, voilà. Alors, c'est bien que cet été repoussé à fin mars, parce que ça veut dire que les marchands vont pouvoir passer Noël, une période quand même cruciale dans laquelle ils n'aiment pas du tout faire de changements vu les volumes. Donc c'était plutôt malin. Je ne sais pas si on peut dire malin, mais c'était bien vu de la Banque de France de décaler, ça c'est sûr, à fin mars 2020. Voilà. L'histoire nous dira si les acteurs sont prêts. En tout cas, effectivement, la période de Noël est un enjeu pour l'écosystème français. Et donc, oui, cela paraît normal de ne pas basculer, en tout cas à ce moment-là, qui est une période cruciale et dont les transactions sont nombreuses. Est-ce que tu aurais quelque chose d'autre à partager avec nous sur ce sujet, ou Mike, si Mike a envie d'ajouter quelque chose, ou toi, Fabien, sur donc justement le SCA d'un point de vue global, la DSP2, et puis tout ce qu'on vient de voir en termes de challenge. Est-ce que tu voudrais partager autre chose? Mike, would you like to share any last input, your view on SCA and PSD2 by any chance? And then just do it in English if you want. If you want, or I can just conclude maybe. So as you wish. No, you go ahead, Fabien. You go ahead. Non, alors, je pense que, comme tous les changements, ça va prendre quelques années. Donc, il faut pas. Il y a une chose qui est importante, c'est qu'il n'y a pas de coup près, ça ne va pas s'arrêter à fin mars 2021. On en a pour quelques années. Les banques apprennent, les marchands apprennent, on va mettre en place des solutions, on va voir qu'effectivement, ça va peut-être limiter la fraude, mais les fraudeurs sont innovants, pardon. Et donc, ils vont continuer à attaquer. Donc, voilà. Je pense que c'est une courbe d'apprentissage qui démarre surtout, et que effectivement, SCA est un sujet qu'on va apprendre à améliorer dans les banques, et on espère que SCA va être étendu. On parle déjà d'Open Finance, et on va, je pense, étendre le sujet à beaucoup d'autres secteurs dans un monde qui est devenu très digital et distanciel. Donc, c'est une opportunité phénoménale d'installer SCA qui est quand même là pour protéger finalement vous et moi, enfin toi et moi, les utilisateurs. Tout à fait. Donc, c'est une avancée importante qui, j'espère, sera vue comme en tout cas, moi, je trouve ça très rassurant d'avoir une double authentification sur mon téléphone plutôt que mon password. Oui. Qui peut être facilement hacké, et même si j'utilise 10 caractères, c'est voilà.
C'est une déformation professionnelle. Oui, complètement, j'avoue. Un peu de paranoïa. On est très paranoïaque quand il s'agit de sécurité chez OK, mais c'est ce qui nous a permis de mettre en place une solution très forte, future-proof, si je peux me permettre un dernier anglicisme pour cette session. Merci beaucoup Fabien. Mike, encore merci de votre présence, de votre disponibilité et de votre super français. Ouais. Je vous en prie. Nous arrivons en fin de chronique. C'était la 10e chronique de l'association du paiement, 45 minutes chrono autour du SCA. On se retrouve bientôt en octobre. Je vous partagerai d'autres sujets. Je vous invite à rester connectés sur le LinkedIn de l'association du paiement. Pour toute question, n'hésitez pas à envoyer un mail à contact@associationdupaiement.fr. Et puis je vous retrouve très très vite avec une prochaine chronique au même format webcast en direct de Paris. Merci beaucoup Fabien. Gel antibactérien avant de sortir et puis masque obligatoire. Bien sûr. Et on se dira au revoir de loin. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir Mike. Au revoir.